Tout s'est joué en 8 petites minutes. 8 minutes, et voilà des décennies d'équilibre franco-allemand qui vacillent. Olaf Scholz venait de conclure, sous les yeux de tous les chefs d'État et de gouvernement européens, une scène d'humiliation soigneusement orchestrée contre Sébastien Lecornu. Il fixait le premier ministre français avec ce rictus supérieur qu'il maîtrise si bien, l'air de dire « Retourne à ta place, Paris, l'ordre est rétabli ». Sauf que Lecornu s'est levé. Pas pour protester, pas pour négocier, pour lâcher une phrase, une seule, qui a figé la délégation allemande comme si l'oxygène venait de quitter la salle. À cet instant, on n'assistait plus à un banal échange entre partenaires. On voyait autre chose, le moment précis où la France a fait comprendre à Berlin que la saison de la domination germanique sur l'Europe venait de se terminer. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter 6 semaines en arrière, dans les couloirs feutrés de l'Élysée, quand Sébastien Lecornu a découvert la vérité sur la duplicité énergétique allemande qui allait faire exploser l'Union européenne. Le 15 août 2025, à 14h30, le bureau du premier ministre baignait dans la chaleur étouffante de l'été parisien. Dehors, la France pansait encore les plaies des manifestations bloquées. Mais l'économie se redressait lentement. Lecornu était plongé dans un dossier classifié que venait de lui remettre le directeur de la DGSE. Un dossier qui allait bouleverser sa vision de l'Europe et précipiter la plus grave crise franco-allemande depuis la guerre. « Monsieur le Premier ministre, » avait dit le chef des services secrets français, « ce que vous allez lire va vous choquer. » Pendant que l'Allemagne donnait des leçons à l'Europe sur l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Berlin négociait secrètement de nouveaux contrats gaziers avec Moscou via des intermédiaires chinois. Lecornu avait levé les yeux, incrédule. « Vous voulez dire que... » « Oui, monsieur le Premier ministre. Pendant que Scholz menait l'Europe sur la nécessité des sanctions contre la Russie, l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe en cachette. Les documents étaient accablants. Contrats secrets, sociétés écran, transferts financiers camouflés. Pendant que la France sacrifiait sa compétitivité économique pour respecter les sanctions européennes, l'Allemagne trichait massivement. Pendant que les entreprises françaises payaient l'énergie au prix fort, leurs concurrentes allemandes bénéficiaient encore du gaz russe bon marché. La concurrence déloyale était organisée au plus haut niveau de l'État allemand. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il marchait dans les jardins de Matignon, seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces industriels français qui avaient fermé leurs usines, incapables de concurrencer des entreprises allemandes qui trichaient sur l'énergie. Il pensait à ces millions de Français qui payaient des factures énergétiques astronomiques pendant que leurs voisins d'outre-Rhin continuaient à profiter du gaz russe. Il pensait surtout à cette Europe à 2 vitesses où l'Allemagne prêchait la morale tout en pratiquant la déloyauté. Le 20 août, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire. Autour de la table, ses ministres les plus fidèles, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'atmosphère était lourde. « Mes amis », commença-t-il d'une voix calme et déterminée, « nous avons la preuve que l'Allemagne trompe l'Europe depuis des mois. Elle prêche les sanctions contre la Russie tout en continuant à commercer avec Moscou en secret. Cette hypocrisie va cesser. »« Sébastien », intervint Bruno Le Maire, ministre de l'économie, « vous vous rendez compte de ce que vous dites ? L'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Si nous l'attaquons publiquement, » Lecornu l'interrompit d'un geste. Elle nous attaque économiquement depuis des mois, Bruno. Elle détruit notre industrie par la concurrence déloyale. Elle nous impose des sanctions qu'elle ne respecte pas elle-même. Il est temps de rétablir la vérité. Catherine Colonna était inquiète. « Mais enfin, Sébastien, si nous accusons l'Allemagne de duplicité, c'est tout l'édifice européen qui s'effondre. » Lecornu la regarda avec une détermination glaciale. « Catherine, l'édifice européen s'effondre déjà. Depuis 10 ans, l'Allemagne impose ses règles à l'Europe tout en s'arrangeant pour ne pas les appliquer à elle-même. Cette Europe-là ne mérite pas de survivre. » Les semaines suivantes furent intenses. Lecornu fit éplucher tous les contrats énergétiques allemands par ses services. L'ampleur de la tromperie dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Non seulement l'Allemagne continuait à acheter du gaz russe, mais elle le revendait à d'autres pays européens avec une marge, se servant de la crise ukrainienne pour faire du profit sur le dos de ses partenaires.
Le 1er septembre, Le Cornu reçut un appel qui allait tout précipiter. C'était le président-directeur général de Total Energy qui appelait depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous venons de perdre un marché énorme face à BASF. Leur offre était 30% moins chère que la nôtre. Comment font-ils? Ils ont encore accès au gaz russe, c'est évident. » Le Cornu sentit sa colère exploser. L'hypocrisie allemande n'était pas seulement morale, elle était économiquement destructrice pour la France. Le 10 septembre, un événement allait donner à Le Cornu l'occasion parfaite de révéler la duplicité allemande. Bruxelles organisait un sommet européen extraordinaire sur la sécurité énergétique. Scholz devait y prononcer un discours sur l'indépendance énergétique européenne. L'ironie était parfaite. Le plus grand tricheur de l'Europe allait donner des leçons de morale énergétique. Dans l'avion qui l'emmenait à Bruxelles, Le Cornu était inhabituellement serein. Ses conseillers s'attendaient à le voir nerveux, tendu par l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Mais non, il avait la conscience tranquille de quelqu'un qui va rétablir la justice. Il savait que sa révélation allait ébranler l'Europe, mais il savait aussi qu'elle était nécessaire. À Bruxelles, l'atmosphère était solennelle. Les 27 dirigeants européens étaient réunis pour discuter de l'avenir énergétique du continent. Scholz présidait la session dans son rôle habituel de leader moral de l'Europe. Il commença son discours par ces mots qui allaient prendre une résonance particulière. « Mesdames et messieurs, l'Europe doit montrer l'exemple en matière d'indépendance énergétique. Nous ne pouvons plus dépendre de dictateurs qui utilisent l'énergie comme une arme. » Le Cornu, assis à quelques mètres, sourit intérieurement. Scholz continua. « Certains pays européens ont encore des difficultés à se détacher complètement des énergies russes. C'est compréhensible, mais inacceptable. L'Europe doit parler d'une seule voix et appliquer ses principes sans exception. » L'attaque était indirecte mais claire. L'Allemagne reprochait à la France sa lenteur dans la transition énergétique. La France, par exemple, continua Scholz en regardant directement Le Cornu, a encore des contrats énergétiques problématiques avec certains pays de l'Est. Paris doit comprendre que l'exemplarité européenne commence par l'application rigoureuse de nos propres règles. L'humiliation était publique. Scholz poursuivit avec une satisfaction visible. L'Allemagne a fait les sacrifices nécessaires pour couper tous ses liens énergétiques avec la Russie. Nous avons fermé Nord Stream, nous avons diversifié nos approvisionnements, nous avons montré la voie. Il est temps que tous nos partenaires suivent cet exemple. Les mensonges s'accumulaient et rendaient la scène révoltante. Scholz termina par une charge directe. Certains dirigeants européens préfèrent la démagogie à l'action, les discours aux réformes. L'Europe a besoin de responsabilité, pas de populisme énergétique. L'attaque visait explicitement Le Cornu et sa gestion de la crise énergétique française. Un silence pesant suivit le discours de Scholz. Les dirigeants européens échangeaient des regards gênés. L'humiliation de la France était publique, orchestrée, calculée. Charles Michel, président du Conseil européen, demanda s'il y avait des réactions. Tous les regards se tournèrent vers Le Cornu. Ce qui se passa ensuite défie encore aujourd'hui toutes les prévisions diplomatiques. Sébastien Le Cornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda Scholz avec une intensité qui fit frémir l'Assemblée. « Monsieur le chancelier, » dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle, « merci pour cette leçon d'exemplarité énergétique. C'est particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui nous donne tant d'exemples à suivre. » La première phrase sonnait diplomatique, presque polie, mais il y avait quelque chose dans le ton de Le Cornu qui fit instinctivement pâlir Scholz. « Vous parlez d'indépendance énergétique, parfait. Permettez-moi de vous féliciter pour l'indépendance énergétique allemande. » Le Cornu sortit un dossier de sa mallette. « J'ai ici quelques documents qui illustrent parfaitement cette indépendance. » Il ouvrit le dossier avec une lenteur théâtrale. Contrat énergétique germano-chinois du 15 juin 2025, Société intermédiaire Sino-Gaz International. Fournisseur final, Gazprom Russie. Le silence qui suivit était assourdissant. Montant 2,5 milliards d'euros de gaz russe livré à l'Allemagne via la Chine. Scholz était devenu livide. Contrat juillet 2025, continuait Le Cornu implacablement.
Société Écran Energy Asia Europe, même schéma, même fournisseur russe, même destinataire allemand, montant 1,8 milliard d'euros. Les chiffres tombaient comme des couperets. Contrat 22 août, 3 milliards. Contrat 5 septembre, 2,1 milliards. L'accumulation était accablante. Au total, dit le cornu en relevant les yeux vers Scholz, l'Allemagne a acheté pour 12,3 milliards d'euros de gaz russe depuis le début de l'année 2025, soit plus que n'importe quel autre pays européen. Alors, monsieur le chancelier, parlez-moi encore d'exemplarité énergétique. Scholz essaya de balbutier une justification, ses documents, ses allégations, mais le cornu ne lui laissa pas finir. Des allégations? Monsieur le chancelier, j'ai ici les factures signées, les transferts bancaires, les certificats de livraison. Voulez-vous que je les fasse circuler dans la salle? Les faits dans l'Assemblée étaient saisissants. Les dirigeants européens découvraient l'ampleur de la tromperie allemande. Certains sortaient leur téléphone pour prévenir leurs services. D'autres prenaient des notes fébrilement. Tous réalisaient qu'ils assistaient à un séisme diplomatique. Mais ce n'est pas tout, continua le cornu avec un calme olympien. Pendant que l'Allemagne nous sermonnait sur les sanctions contre la Russie, Berlin revendait ce gaz russe aux pays européens avec une marge de 40%. Vous n'étiez pas seulement complice de Poutine, monsieur le chancelier. Vous étiez ses revendeurs en Europe. Cette révélation provoqua un tollé dans la salle. Le premier ministre polonais se leva. « Vous voulez dire que nous avons payé du gaz russe camouflé en gaz allemand? » Le président tchèque ajouta. « L'Allemagne nous a vendu l'énergie russe qu'elle prétendait boycotter. » L'indignation était générale, explosive. Scholz tentait désespérément de reprendre le contrôle. « Ces accusations sont graves, il faut vérifier. » Mais l'écornu l'interrompit sans pitié. « Vérifiez, monsieur le chancelier, nous avons vérifié. Pendant que vous donniez des leçons à l'Europe, vos entreprises signaient des contrats avec Moscou. Pendant que vous nous imposiez des sanctions, vous les contourniez systématiquement. Et voulez-vous savoir le plus beau? » Le cornu sourit froidement. L'Allemagne a gagné 5,2 milliards d'euros en revendant le gaz russe à ses partenaires européens. Vous avez transformé la guerre en Ukraine en opportunité commerciale. Vous avez fait du profit sur le sang ukrainien. Ces mots frappèrent l'Assemblée comme un coup de massue. Zelki, présent par vidéoconférence, était visiblement bouleversé. « L'Allemagne nous aidait d'une main et finançait notre ennemi de l'autre ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Le silence qui suivit était éloquent. Le cornu n'avait pas terminé. « Mais parlons maintenant de concurrence déloyale. Monsieur le chancelier, savez-vous pourquoi l'industrie allemande reste compétitive malgré la crise énergétique? Parce qu'elle paie son gaz 60% moins cher que ses concurrents européens grâce à vos arrangements secrets avec Moscou. » Il sortit un autre document, rapport confidentiel de la Commission européenne sur les distorsions de concurrence énergétique. Conclusion, l'Allemagne fausse le marché européen par ses approvisionnements privilégiés en énergie russe bon marché. Chaque mot était enfoncé dans le cercueil de la crédibilité allemande. Pendant que nos entreprises françaises fermaient, faute de pouvoir payer l'énergie au prix du marché, vos entreprises allemandes prospéraient grâce au gaz de Poutine. Le cornu marqua une pause. Vous n'avez pas seulement trahi l'Ukraine, monsieur le chancelier. Vous avez trahi l'Europe. Scholz était défait, anéanti. Ses conseillers chuchotaient frénétiquement à ses oreilles, mais il n'y avait plus rien à sauver. L'ampleur de la révélation dépassait toute possibilité de démentir ou de minimiser. « Et maintenant, continua le cornu, permettez-moi de vous poser quelques questions, monsieur le chancelier. Comment appelez-vous un pays qui prêche la morale tout en pratiquant l'immoralité? Comment appelez-vous un partenaire qui trompe ses alliés tout en les accusant de manquer de probité? Comment appelez-vous un dirigeant qui finance secrètement la guerre qu'il prétend combattre? » Chaque question résonnait comme un glas. « Moi, j'appelle cela de l'hypocrisie, monsieur le chancelier. De l'hypocrisie à l'échelle industrielle, organisée au plus haut niveau de l'État allemand. » Le cornu se redressa de toute sa hauteur. « Vous voulez donner des leçons à la France? Parfait. Mais commencez par appliquer à l'Allemagne ce que vous exigez des autres. Vous voulez parler d'exemplarité européenne? Magnifique, mais cessez d'abord d'être les complices économiques de Vladimir Poutine. La France,
poursuivit-il avec une autorité nouvelle, refuse désormais d'être sermonné par un pays qui triche massivement sur les règles européennes. Nous refusons d'être humiliés par un partenaire qui nous poignarde dans le dos tout en nous donnant l'accolade en public. Et puis vint le coup de grâce. Monsieur le chancelier, la France suspend immédiatement tous ses accords énergétiques avec l'Allemagne. Nous ne coopérerons plus avec un pays qui finance notre ennemi commun. Nous ne commercerons plus avec un partenaire qui pratique la concurrence déloyale et nous ne négocierons plus avec un dirigeant qui ment à ses alliés. Cette déclaration provoqua un chaos indescriptible dans la salle. C'était la première fois qu'un pays européen rompait publiquement ses relations énergétiques avec l'Allemagne. L'Union européenne venait de se fracturer en direct. Scholz tenta une dernière fois de sauver la situation. « Monsieur Lecornu, ces accusations sont... » Mais le premier ministre français l'interrompit d'un geste. « Ces accusations sont prouvées, documentées, vérifiables. Si vous les contestez, publiez vos propres contrats énergétiques. Montrez au monde votre transparence. » Le défi était impossible à relever. L'Allemagne ne pouvait pas publier des contrats qui prouveraient sa culpabilité. Scholz s'était piégé, humilié, détruit publiquement. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, continua Lecornu en s'adressant à l'Assemblée, nous sommes à un tournant. Soit l'Europe continue à accepter les mensonges et la duplicité allemande, soit elle exige enfin la vérité et la transparence de tous ses membres. » Il regarda une dernière fois Scholz. « Monsieur le chancelier, vous nous avez accusés de populisme énergétique. Permettez-moi de vous dire ce qu'est le vrai populisme. C'est promettre l'indépendance énergétique tout en restant dépendant de la Russie. C'est donner des leçons de morale tout en pratiquant l'immoralité. C'est prétendre diriger l'Europe tout en la trahissant. » Il se rassit calmement. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis, un à un, plusieurs dirigeants européens commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Bientôt, toute la salle applaudissait, à l'exception de la délégation allemande. Ce qui se passa dans les heures suivantes défia toutes les prévisions diplomatiques. L'Union européenne venait de vivre son plus grave séisme depuis sa création. L'Allemagne, jusqu'alors leader moral du continent, était démasquée comme le plus grand tricheur de l'Europe. Les médias européens explosèrent. « L'Allemagne trahit l'Europe », titrait le Figaro. « Scholz, le mensonge énergétique », analysait Pays. « Berlin, Rochengas, scandale », commentait le Gardien. Partout, la révélation française faisait l'effet d'une bombe. Mais c'est en Allemagne même que l'effet fut le plus dévastateur. Die Welt parlait de la plus grave crise de crédibilité depuis 1940. Dans les heures qui suivirent Bruxelles, l'Allemagne tenta plusieurs contre-offensives. Scholz organisa une conférence de presse d'urgence, mais les journalistes allemands eux-mêmes furent impitoyables. « Herr Kanzler, comment expliquez-vous ces contrats secrets? Depuis quand l'Allemagne trompe-t-elle ses partenaires? Comptez-vous démissionner ?» Scholz essayait de minimiser. Il s'agit d'arrangements techniques temporaires, mais personne n'était dupe. Les preuves apportées par Lecornu étaient accablantes, irréfutables, dévastatrices. En France, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Les sondages de popularité de Lecornu explosèrent. En 24 heures, il passa de 58% à 74% d'opinion favorable. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant français avait tenu tête à l'Allemagne et gagné. L'industrie française retrouva espoir. « Enfin, nous allons pouvoir concurrencer à armes égales », déclarait le patron de Renault. « L'hypocrisie allemande est enfin démasquée », se réjouissait le président-directeur général d'Air Liquide. L'économie française, libérée du complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne, reprenait confiance. Mais l'effet le plus spectaculaire eut lieu à Bruxelles même. Les autres pays européens, enhardis par l'exemple français, commencèrent à exiger des comptes de l'Allemagne. La Pologne réclamait des compensations pour le gaz russe vendu sous étiquette allemande. L'Italie exigeait un audit complet des contrats énergétiques allemands. Les Pays-Bas demandaient une refonte totale de la politique énergétique européenne. Une semaine après Bruxelles, Scholz tenta de reprendre l'initiative en proposant une clarification des contrats énergétiques allemands, mais il était trop tard. Sa crédibilité était détruite, son autorité morale anéantie. L'Allemagne était passée du statut de leader européen à celui de paria du continent. Le 25 septembre, exactement 2 semaines après la révélation de Cornu, l'impensable se produisit. Le Bundestag vota une motion de défiance contre Scholz.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, un chancelier était renversé par son propre Parlement pour avoir menti à ses partenaires européens. La chute de Scholz marqua la fin de l'hégémonie allemande sur l'Europe. L'Allemagne, habituée à dicter ses conditions au continent, découvrait ce que signifiait être isolée diplomatiquement. Ses autres partenaires exigeaient des réparations, des garanties. Le rapport de force était inversé. Le Cornu, lui, était devenu le nouveau leader moral de l'Europe. Son courage face aux mensonges allemands inspirait d'autres dirigeants. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez déclarait « Sébastien Lecornu nous a rappelé que l'Europe doit être fondée sur la vérité, pas sur l'hypocrisie. » Le premier ministre italien Mario Draghi ajoutait « La France nous a libérés du chantage énergétique allemand. » Octobre 2025 marqua un tournant historique. Pour la première fois depuis 1957, l'axe franco-allemand était brisé. Mais contrairement aux craintes des europhobes, cela ne détruisit pas l'Union européenne. Au contraire, cela la libéra de la domination allemande et permit l'émergence d'une Europe plus équilibrée. La France prit naturellement la tête de nouvelles coalitions européennes, incluant l'Espagne, l'Italie, la Pologne et les pays nordiques. Cette alliance de la transparence exigeait de nouveaux standards de probité énergétique et commerciale. L'Europe découvrait qu'elle pouvait exister sans la tutelle allemande. En novembre 2025, Lecornu fut invité à prononcer un discours historique au Parlement européen. Debout face aux 705 eurodéputés, il déclara « Mesdames et messieurs, l'Europe vient de vivre une révélation douloureuse mais nécessaire. Nous avons découvert que notre prétendu leader nous trompait depuis des mois. Cette trahison nous a rappelé une vérité fondamentale. L'Europe ne peut être forte que si elle est honnête. » Il poursuivit. Certains pensaient que révéler la duplicité allemande affaiblirait l'Europe. C'est le contraire qui s'est produit. La vérité nous a libérés. L'honnêteté nous a renforcés. La transparence nous a unis. L'ovation qui suivit dura 15 minutes. En décembre 2025, exactement 3 mois après sa confrontation avec Scholz, Lecornu était désigné Européen de l'année par le magazine Time Europe. L'homme qui a libéré l'Europe du mensonge allemand. L'ancien premier ministre français en difficulté était devenu le leader moral du continent. L'Allemagne, pendant ce temps, tentait de reconstruire sa réputation. Le successeur de Scholz, la social-démocrate Saskia Esken, multipliait les excuses publiques et promettait une nouvelle transparence allemande. Mais le mal était fait. L'Allemagne avait perdu son statut de leader moral de l'Europe et cette perte paraissait irréversible. En janvier 2026, 4 mois après Bruxelles, les relations franco-allemandes commencèrent lentement à se normaliser, mais sur de nouvelles bases. L'égalité au lieu de la domination, la transparence au lieu de l'opacité, la vérité au lieu du mensonge. L'Europe post-allemande était née. Le 15 février 2026, exactement 5 mois après sa révélation, Lecornu fut reçu en triomphe à Berlin par la nouvelle chancelière Esken. L'impensable, quelques mois plus tôt, marquait la reconnaissance allemande de la nouvelle donne européenne. L'Allemagne acceptait enfin d'être un partenaire parmi d'autres et non plus le dominateur du continent. Dans son discours au Bundestag, Lecornu prononça ces mots historiques. « Mesdames et messieurs les députés allemands, la France et l'Allemagne peuvent redevenir partenaires, mais sur la base de l'égalité, de la transparence et du respect mutuel. L'époque où un pays dictait sa loi à l'Europe est révolue. L'avenir appartient à une Europe de partenaires égaux. » L'ovation du Bundestag marquait officiellement la fin de l'hégémonie allemande et le début d'une nouvelle ère européenne. Une ère où la France, grâce au courage de Sébastien Lecornu, avait retrouvé sa place de co-leader du continent. Aujourd'hui, quand les historiens étudient la transformation de l'Union européenne, ils remontent toujours à ce moment précis, 14h47, le 10 septembre 2025, quand un premier ministre français s'est levé dans une salle de Bruxelles et a dit à l'Allemagne « Monsieur le chancelier, vous n'étiez pas seulement complice de Poutine, vous étiez ses revendeurs en Europe. » Ce jour-là, l'Europe a découvert que la vérité peut terrasser le mensonge et cette vérité vint des Français. 8 minutes qui ont changé l'Europe. 8 minutes où la France a retrouvé sa dignité. 8 minutes où Sébastien Lecornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a libéré l'Europe de l'hypocrisie allemande. Et Olaf Scholz, il n'a jamais oublié ces 8 minutes.
Aujourd'hui retraité de la politique, il sait qu'il restera dans l'histoire comme le chancelier qui a détruit la crédibilité de l'Allemagne en Europe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que peu de gens savaient, c'est que la révélation de Lecornu avait déclenché une enquête secrète au sein même des institutions européennes. Ursula Vaillant, présidente de la Commission européenne, avait immédiatement ordonné un audit complet des pratiques énergétiques de tous les États membres, et ce qu'elle découvrit fut stupéfiant. Dans son bureau bruxellois, 3 jours après le séisme de Bruxelles, Van der Haan recevait le rapport préliminaire de ses enquêteurs. « Madame la Présidente, lui dit son directeur de cabinet, c'est pire que ce que nous pensions. L'Allemagne n'est pas le seul pays à avoir triché. Nous avons trouvé des arrangements similaires en Autriche, aux Pays-Bas et même en Belgique. » Van der Haan pâlit. L'hypocrisie énergétique gangrenait une partie significative de l'Union européenne, mais le plus choquant restait à venir. « Madame la Présidente, nous avons aussi découvert que certains commissaires européens étaient au courant de ces arrangements. Ils ont fermé les yeux en échange de compensation. » La corruption atteignait le cœur même des institutions européennes. Van der Leyen comprit immédiatement. Elle devait choisir entre protéger ses collaborateurs compromis ou sauver la crédibilité de l'Union européenne. Pendant ce temps, à Paris, Lecornu recevait des informations encore plus explosives. La DGSE venait d'intercepter des communications entre Berlin et Moscou qui révélaient l'ampleur réelle de la collaboration germano-russe. « Monsieur le Premier ministre, » lui annonça le directeur des services secrets, « l'Allemagne n'a pas seulement acheté du gaz russe en secret, elle a aussi partagé des informations industrielles européennes avec Moscou en échange de tarifs préférentiels. » Cette nouvelle révélation est explosive. L'Allemagne n'était pas seulement coupable de concurrence déloyale et d'hypocrisie diplomatique, elle était coupable d'espionnage industriel au profit de la Russie. Les technologies européennes, les innovations françaises, les secrets commerciaux italiens, tout avait été bradé à Moscou pour quelques euros d'économie sur les factures énergétiques. Le 20 septembre, 10 jours après Bruxelles, Lecornu décida de porter l'estocade finale. Lors d'une conférence de presse à Matignon, devant un parterre de journalistes européens, il révéla cette nouvelle dimension du scandale allemand. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous pensions que l'Allemagne se contentait de tromper ses partenaires sur l'énergie. Nous découvrons maintenant qu'elle les espionnait pour le compte de la Russie. » Il brandit un nouveau dossier encore plus volumineux que le précédent. « Voici les preuves que l'Allemagne a transmises à Moscou des informations confidentielles sur nos industries de défense, nos technologies spatiales, nos innovations pharmaceutiques. » Berlin n'était pas seulement le revendeur énergétique de Poutine, c'était son espion industriel au cœur de l'Europe. Cette révélation provoqua un tollé sans précédent. Les actions des entreprises allemandes s'effondrèrent à la bourse de Francfort. Les contrats de coopération technologique avec l'Allemagne furent suspendus dans toute l'Europe. MW, Mercedes, BASF, Siemens, tous les géants allemands virent leur partenariat européen remis en question. Mais c'est la réaction des États-Unis qui fut la plus spectaculaire. Joe Biden convoqua d'urgence l'ambassadeur allemand à Washington et suspendit tous les transferts de technologies militaires vers l'Allemagne. « Nous ne pouvons plus faire confiance à un allié qui partage nos secrets avec nos ennemis », déclara le président américain lors d'une conférence de presse impromptue. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord elle-même fut contrainte de revoir la place de l'Allemagne dans l'Alliance. Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, annonça que Berlin serait exclu temporairement de certaines réunions classifiées jusqu'à clarification complète de ses pratiques de sécurité. C'était un camouflet historique pour l'Allemagne, pilier de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En Allemagne, les conséquences politiques furent immédiates et dramatiques. Le parti de Scholz, le SPD, s'effondra dans les sondages, passant de 25% à 12% en 2 semaines. L'AfD, le parti d'extrême droite, en profita pour dénoncer la trahison de l'establishment allemand et grimpa à 28% des intentions de vote. L'Allemagne démocratique vacillait sur ses bases. Le 1er octobre, la situation devint incontrôlable quand des manifestations massives éclatèrent dans toute l'Allemagne. À Berlin, 2000 personnes exigeaient la vérité sur les trahisons énergétiques. À Munich, des milliers de Bavarois réclamaient une Bavière indépendante pour échapper à la honte nationale. L'unité allemande elle-même était menacée. C'est dans ce contexte explosif qu'eut lieu l'événement le plus symbolique de toute cette crise. Le 10 octobre, exactement un mois après sa première révélation, Lecornu fut invité à prononcer un discours à l'université Humboldt de Berlin.
L'invitation venait des étudiants eux-mêmes qui voulaient entendre l'homme qui avait libéré l'Europe du mensonge allemand. L'amphithéâtre était bondé. 3000 étudiants allemands, mais aussi des délégations venues de toute l'Europe, s'étaient rassemblés pour écouter le premier ministre français. L'ironie était savoureuse. Un Français donnait une leçon de morale à l'Allemagne dans l'une de ses plus prestigieuses universités. « Mesdames et messieurs les étudiants », commença Lecornu sous les applaudissements, « je suis venu vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de l'Europe. » Il marqua une pause. « Cet avenir ne peut être construit sur le mensonge, la tromperie et la trahison. Il doit être fondé sur la vérité, la transparence et la confiance mutuelle. » Son discours dura 45 minutes et fut interrompu par des applaudissements. Quand il évoqua le courage nécessaire pour dire la vérité aux puissants, l'amphithéâtre explosa. Quand il parla de l'Europe des peuples contre l'Europe des élites corrompues, les étudiants se levèrent d'un bloc. Lecornu était en train de conquérir l'Allemagne par la force de ses idées. La partie la plus émouvante vint quand il s'adressa directement aux jeunes Allemands. « Vous n'êtes pas responsable des erreurs de vos dirigeants, mais vous êtes responsable de l'Europe de demain. Voulez-vous une Europe du mensonge ou une Europe de la vérité? Voulez-vous une Europe de la corruption ou une Europe de l'intégrité? » La réponse fut unanime, vérité, intégrité. À la fin de son discours, un étudiant allemand prit la parole. « Monsieur le Premier ministre, au nom de la jeunesse allemande, nous vous remercions d'avoir eu le courage de révéler la vérité. Nous nous engageons à construire l'Allemagne nouvelle dont l'Europe a besoin. » Ces mots, prononcés en français par un jeune Allemand, firent le tour du monde. Les semaines suivantes confirmèrent que Lecornu avait réussi quelque chose d'impensable. Retourner l'opinion publique allemande en faveur de la France. Les sondages montraient que 67% des Allemands approuvaient les révélations du premier ministre français. Pour la première fois depuis 1945, un dirigeant français était plus populaire en Allemagne qu'en France. Cette popularité eut des conséquences politiques majeures aux élections régionales allemandes d'octobre 2025. Les partis qui soutenaient les révélations de Lecornu et exigeaient une Allemagne transparente remportèrent des victoires historiques. Les Verts, qui avaient dénoncé dès le début les arrangements énergétiques secrets, doublèrent leur score. Die Linke, qui réclamait une révolution de la probité, enregistra ses meilleurs résultats depuis le 15 novembre 2025. 2 mois, jour pour jour après sa première révélation, Lecornu reçut un appel inattendu. C'était Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande depuis sa retraite bavaroise. « Sébastien, lui dit-elle de sa voix posée, je vous appelle pour vous dire une chose. Vous avez sauvé l'Allemagne. Nos dirigeants actuels nous menaient vers l'abîme. Vous nous avez forcés à regarder la vérité en face. L'Allemagne vous en sera éternellement reconnaissante. » Ces mots, venant de la femme qui avait dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, consacraient définitivement la victoire morale de Lecornu. Il n'était plus seulement l'homme qui avait révélé la corruption allemande, il était devenu l'homme qui avait sauvé l'Europe de la décomposition. En décembre 2025, 3 mois après le séisme de Bruxelles, l'Union européenne adopta de nouvelles règles de transparence énergétique surnommées les accords Lecornu. Tous les contrats énergétiques des États membres devaient désormais être publics. Toute coopération avec des pays sous sanctions devait être approuvée par la Commission européenne. La corruption énergétique devenait un crime européen passible d'exclusion temporaire de l'Union. L'Allemagne fut le premier pays à appliquer ces nouvelles règles. La nouvelle chancelière, Saskia Esken, publia l'intégralité des contrats énergétiques allemands et créa un commissariat à la transparence énergétique dirigé par un magistrat français détaché de Paris. L'humiliation était complète, mais nécessaire. Le 31 décembre, dans son discours de fin d'année, Lecornu put dresser un bilan historique. Mes chers compatriotes, il y a 4 mois, l'Europe était malade de ses mensonges. Aujourd'hui, elle guérit par la vérité. Il y a 4 mois, l'Allemagne nous dominait par la tromperie. Aujourd'hui, nous la guidons vers l'honnêteté. Il y a 4 mois, nous étions les dupes de l'Europe. Aujourd'hui, nous en sommes les consciences. Il conclut par cette phrase devenue historique. En septembre à Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose. Dire la vérité sur l'hypocrisie allemande. 8 minutes ont suffi pour libérer l'Europe de 20 ans de mensonges
et l'Europe ne mentira plus jamais. L'année 2026 s'ouvrait sur une Europe transformée, une Allemagne assignée et une France redevenue le phare moral du continent. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui a eu le courage de défier la plus grande puissance européenne et de gagner par la seule force de la vérité. La leçon était donnée pour l'éternité.